Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Violence, chaos, malheur, le Liban est ballotté par ses tensions internes et les ingérences extérieures. Mais comble du paradoxe, ces ingérences sont souvent réclamées par les Libanais eux-mêmes. Le pays du Cèdre, donc, vit un thriller permanent depuis 2 siècles. Alors pour le raconter, je reçois Fouad Rouhielou, directeur du quotidien libanais francophone de référence, L'Orient le Jour. Fouad Rouhielou, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Et vous venez donc de publier Liban, état de survie, publié aux éditions Maximilio. Merci donc de votre présence ici. Alors, Fouad Rouhielou, vous êtes libanais bien sûr, mais votre livre s'ouvre sur un étonnement face à votre propre pays. Vous vous étonnez qu'il soit au bord du précipice, mais qu'il ne sombre pas. Alors quand même, si je dois jouer un peu l'avocat du diable, quand on regarde de l'extérieur, quand on regarde de France, entre la crise de 2019, l'explosion du port de Beyrouth, 50% de la population constituée de réfugiés syriens, l'hyperinflation, 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et je pense que je pourrais continuer, on a quand même le sentiment que votre pays est en état de survie, voire plus. Oui, absolument. D'ailleurs, je dis le Liban, je commence en disant une phrase un peu ironique, le Liban, c'est l'État failli le plus réussi du XXIe siècle. Donc c'est tout dire. C'est parce qu'on a les Libanais sur un plan individuel semblent réussir, que ce soit au Liban ou à l'international, ou en France, les Libanais qu'on va en France. Diaspora. Voilà, la diaspora. Ils semblent réussir, mais en même temps, au plan collectif, c'est une catastrophe. On a un État qui, jusqu'à il y a quelques mois, avait toutes les apparences d'un État failli. Et encore plus depuis 2019, comme vous le dites. D'abord, notre guerre a commencé en 1975, notre guerre récente, et elle a duré plus ou moins par intermittence jusqu'à aujourd'hui, avec des occupations, avec des phases de combat régulières, des attentats, voilà. Et en 2019, nous avons eu une crise économique colossale qui a, comme peu de pays en ont connu, qui a détruit l'épargne des Libanais, qui a détruit les banques, qui a mis l'économie par terre. Après ça, nous avons eu l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 qui a laminé la ville. Ma propre fille a été blessée. Donc, et je connais chaque Libanais, si vous allez là-bas ou si vous rencontrez des Libanais, chaque Libanais vous racontera l'histoire de sa survie ce 4 août, comment il a échappé au souffle de l'explosion. Je rappelle, c'est la 3e explosion. Attendez, je vous interromps, mais c'était pas prévu. Mais alors, quelle était la vôtre ? Quelle est la vôtre ? Quelle est votre histoire de survie ? Mais moi, je me rappelle très bien où j'étais. Le 4 août 2020, j'étais assis dans un bureau avec ma femme et nous avions en face de nous une grande baie vitrée de 3 mètres sur 3. Je peux vous dire que pour la porter, c'est 500 kilos. Enfin, je sais pas, c'était très grand. Et nous étions à 7 ou 8 kilomètres du lieu de l'explosion. Et la baie vitrée s'est envolée littéralement et a atterri devant nous. Et 1 mètre plus loin, je ne serai pas là pour vous le raconter. J'ai des proches qui sont morts. J'ai beaucoup d'amis qui ont été blessés. Et qui ont été blessés, par exemple, à la tête, et qui ont fait des kilomètres pour trouver un hôpital. Parce que les hôpitaux étaient tous bondés, ils ne trouvaient plus d'endroit où aller. Donc voilà, chaque Libanais vous racontera comment, par hasard, il est passé dans l'embrasure de la porte, où il a changé d'angle, et c'est un miracle que nous ayons 200 ou 300 morts et bon, quand même 1500 blessés graves, 5 à 6 000 blessés légers, on va dire, mais parce que ça s'est produit en été à 6 heures du soir. Si ça s'était produit en hiver à la sortie des écoles, eh ben on aurait eu des dizaines de milliers de morts. Supplémentaire. C'est la 3e explosion, la 3e plus forte explosion recensée après Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'est dire. C'est dire. Bon. Donc, on a eu ça, et après, donc ça, c'était le 4 août 2020. Après, on a eu la guerre entre Israël et le Hezbollah, fin 2024, d'une violence extrême. Donc, depuis octobre et l'escalade. Absolument. Que j'ai vécu moi-même, personnellement, avec tous les Libanais d'ailleurs. Et donc, voilà, nous avons cet état Pardon, excusez-moi, je vous interromps. Vous dites que vous l'avez vécu personnellement parce que Beyrouth a été bombardée, principalement. Vous faites référence à cela. Parce que, vous savez, là où j'habite, moi, je vous en parlais tout à l'heure, là où j'habite, moi, c'est
dans une ville qui s'appelle Baabda, qui est en face de la banlieue sud, fief du Hezbollah, la banlieue sud chiite. Et juste à côté, vous avez l'aéroport et vous avez la ville de Beyrouth. Et cette banlieue sud a été bombardée pendant 2 mois, jour et nuit. Et donc, devant moi, je voyais le son, l'image et l'odeur des bombes, le soufre, l'odeur pendant 2 mois sans discontinuer. Ouais. Et moi et tous les Libanais, nous avons vécu ça. Et je crois qu'on a vécu beaucoup de... Vous savez, j'ai vécu toute la guerre quasiment, de 75 jusqu'à aujourd'hui. Et je n'avais pas de... je n'avais pas de trauma. Et c'est intéressant, c'est une histoire qui mérite d'être racontée parce que vous savez, la première phase de la guerre civile a duré entre 1975 et 1990. Et à l'époque, les bombardements se faisaient par des bombardements classiques, je dirais, donc des calibres de canons. Et dépendamment de où vous étiez, vous pouviez vous cacher dans un endroit de votre immeuble, dépendamment de l'orientation de votre immeuble, vous pouviez vous abriter, dépendamment de votre quartier. Donc vous aviez un certain contrôle sur la guerre, vous pouviez vous protéger, vous pouviez anticiper. On savait à quelle heure les bombardements commençaient, il y avait tout un rituel, et puis tout le monde s'était barricadé, il y avait des sacs de sable, il y avait tout ça. Ce qui s'est passé le 4 août 2020, c'est que c'est une bombe d'une ampleur inconnue qui a tout soufflé. Et depuis ce jour-là, chaque fois que moi et beaucoup de gens, nous entendons un bruit sourd, nous nous demandons qu'est-ce que c'est, ce qui n'était pas le cas avant. Et depuis les bombardements, la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, ça y est, les bombes aériennes, ça détruit un immeuble automatiquement. Et donc il y a une violence de la guerre. Et puis il y a plus que ça. Israël a déployé une puissance technologique pendant cette guerre qui est vraiment impressionnante. On le sait parce on sait comment le Hezbollah a été laminé par Israël, comment les leaders du Hezbollah... Nous reviendrons d'ailleurs là-dessus, mais vous faites référence aux beepers. Absolument. Les beepers et puis toute la maîtrise technologique, toute la maîtrise du ciel. Les Israéliens savaient où étaient les gens du Hezbollah. Et moi, il y a des histoires vécues qu'on m'a racontées. Donc des gens qui me l'ont dit à moi personnellement, qui me disaient, ils conduisaient une voiture sur l'autoroute et puis ils reçoivent un appel de quelqu'un qui leur dit « Ralentissez, nous allons frapper la voiture devant vous ». Et le monsieur croit au canular, il se dit, il raccroche, il se dit c'est une blague. Et puis on le rappelle, on lui dit « Ralentissez, je vous dis, vous vous appelez un tel ». Votre voiture, c'est telle voiture de telle couleur, de telle marque. Voilà votre plaque minéralogique. Vous vous appelez comme ça, etc. Vous êtes à tel endroit. Ralentissez, nous allons frapper la voiture devant vous. Et le monsieur ou la dame ralentissait effectivement. Et juste devant lui, on frappait la voiture qui était devant lui, qui était conduite par un responsable du Hezbollah. Donc il y a un degré de... Alors vous perdez le contrôle. Ce que je veux dire, c'est que ce type de guerre-là, vous, en tant qu'être humain, vous vous sentez complètement impuissant. L'écrasement de la technique. C'est exactement. Absolument. C'est l'écrasement de l'être humain. Et donc, voilà. Quand on dit état de survie, c'est ça. C'est que ça fabrique des êtres humains qui sont conditionnés d'une manière différente de celle je dirais, du reste de l'humanité. Alors, malgré tout, dans votre essai, état de survie, donc, mais l'essai est traversé par l'idée que l'espoir renaît. Pour vous, les choses ne sont pas désespérées avec votre pays qui est donc dans un piteux état. Oui, ben, vous savez, je dirais que les Libanais n'ont pas trop le choix. Soit ils doivent espérer, soit ils vont devoir partir et ne pas regarder derrière eux, et c'est toujours déchirant. C'est aussi l'histoire des Libanais, l'histoire de la diaspora. Ça fait depuis le 19e siècle que les Libanais quittent le Liban, parfois pour y revenir, souvent pour y revenir, mais aussi souvent pour ne pas y revenir. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de Libanais au Liban. Et alors, ça dépend des estimations. Il y a jusqu'à 15 à 17 millions de personnes d'origine libanaise à l'extérieur du pays, alors qui sont parfois des Libanais de 3e ou de 4e génération. Mais ça vous dit l'ampleur du mouvement de masse qui s'est produit. Et ça s'est produit dès la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait l'Empire ottoman, qu'il y avait une oppression, que les choses n'étaient pas évidentes. Après ça, nous avons eu au début du siècle dernier une famine immense qui a emporté toute une partie de la population libanaise. Juste après ça, il y a eu de nouveau des départs. Et puis c'est l'histoire de ce peuple jusqu'à aujourd'hui. Hein, depuis la guerre du Liban, on part
On revient, on part et on revient. Ma propre famille est en France, c'est vous dire. En raison évidemment du conflit. J'aimerais revenir sur la genèse de ce conflit. Mais avant cela, question peut-être plus liée à l'actualité, même si vous évoquez la naissance des ingérences, enfin l'évolution des ingérences dans votre livre. Le Hezbollah a été décapité, donc vous l'avez mentionné, avec l'assassinat évidemment de Nasrallah et les explosions de Beeper, des cadres du parti, en septembre dernier. À l'heure actuelle, question difficile, le recul du Hezbollah est-il un facteur de pacification ou d'instabilité pour le Liban, selon vous? C'est une très bonne question. Je dirais que le recul du Hezbollah était une condition nécessaire, indispensable à faire émerger aujourd'hui ce nouveau président de la République. Nous avons un nouveau président depuis janvier 2025. Ça faisait plus de 2 ans que nous avions un blocage. Joseph Aoun. Nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau chef de gouvernement. Le Premier ministre s'appelle Nawaf Salam. Nous avons un gouvernement. Et ce gouvernement a fait énormément de choses en quelques mois, en 3-4 mois. Nous avons initié des réformes qui étaient impensables, qui étaient bloquées depuis 5 ou 6 ans. Nous pensons à d'autres réformes qui sont bloquées depuis des dizaines d'années. Maintenant, la question, c'est si le Hezbollah garde ses armes, ça sera un très mauvais signe pour le Liban. Parce que ça voudra dire que le règlement final et définitif, qui doit être un règlement politique, ce règlement ne sera pas apporté. Le Liban a absolument besoin aujourd'hui d'aller au-delà des simples réformes administratives ou économiques ou financières pour aller vers une réforme politique. Et c'est ça, en fait, la clé. Ça fait 35-36 ans, depuis la fin de la guerre du Liban en 1989, il y a eu l'accord de Taïf. Lors de cet accord, il y a eu des conversations entre Libanais très approfondies sur comment il faudrait avancer pour régler le problème du Libanais, qui est à la fois un problème, mais quelque part qui a sauvé le Liban, le confessionnalisme politique, ce qu'on appelle, en fait, les communautés religieuses libanaises, il y en a 18, ce sont des identités politiques, en même temps, très marquées. Vous pouvez ne pas être très pratiquant, voire pas très croyant, mais votre identité est très forte. C'est une identité politique très marquée. Chrétiens, musulmans, sunnites, chiites, druzes, ça correspond à une identité politique et sociale. Rappelons que le président est forcément chrétien maronite, oui. Que le Premier ministre est forcément sunnite et que le président de l'Assemblée nationale est forcément chiite. Absolument. Et donc, alors, ce confessionnalisme politique a en quelque sorte institutionnalisé la division du Liban en morceaux rivaux, si je peux dire, en communautés rivales. Et tout l'enjeu du livre, c'est de dire que ça fait 200 ans que ça dure, que nous avons le même mécanisme, que tous les 30 ans à peu près, nous avons une crise, nous quasi détruisons le pays, ou en tout cas nous avons une crise de grande ampleur, et puis on recommence. Et la raison de ça, c'est les divisions internes au pays. C'est un mécanisme assez simple, en fait. C'est les divisions internes au pays, et puis les influences externes. Les gens qui veulent avoir leur mot à dire dans ce Liban qui est à la porte de l'Orient. Alors, ça a été les Turcs, puis les Français, les Anglais, les Iraniens, les Syriens, les Américains, les Soviétiques, et j'en passe. Donc, ce système du confessionnalisme politique, il a le travers d'avoir divisé le pays. Il a un seul avantage, ironique. C'était ma question. C'est que le Liban est peut-être le seul pays arabe qui n'a jamais connu la dictature, qui n'a jamais connu un Saddam ou un Assad. Parce que le confessionnalisme est institutionnalisé au Liban de telle sorte qu'aucune communauté ne peut vraiment dominer les autres. Or, le dictateur devrait venir d'une communauté forcément, parce que telle est la construction du pays. Alors, mais c'est aussi la fragilité du Liban, puisque c'est une invitation aux ingérences étrangères. Absolument. Et c'est le cas depuis 200 ans. Et une ingérence après l'autre. Et nous passons, pour caricaturer un peu les choses, je dirais, nous passons d'un mandat à un autre quasiment. Il n'y a pas eu que le mandat français. Il y a eu un mandat syrien, par exemple. Et bon, on pourrait en parler. Il y a eu une succession d'influences. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je parlais de l'accord de Taïf, c'est que pour essayer de faire avancer le Liban dans la réforme politique, il faudrait faire 2 choses. D'une part, il faudrait réduire l'influence du communautarisme dans le pouvoir exécutif. C'est-à-dire avoir un État où
on était arrivé à un point où c'était pas seulement le président ou le premier ministre, c'était si vous vouliez nommer n'importe quel petit fonctionnaire, il fallait se poser la question de quelle communauté il est originaire. Vous voyez, donc ça devenait ingérable. Et donc, il faudrait essayer de déconfessionnaliser l'appareil exécutif, l'administration, autant qu'on. Mais en même temps, il faut rassurer les communautés. Et pour rassurer les communautés, on peut faire en sorte que le processus électoral, l'Assemblée nationale, soit peut-être déconfessionnalisé aussi, mais créer un Sénat qui aurait un visage un peu plus confessionnel, donc un certain équilibre des pouvoirs au niveau législatif, et puis aller vers une décentralisation administrative poussée, qui rassurerait les communautés sur leur sort, les chrétiens, mais aussi les chiites ou les druzes, donc déjà toutes les minorités, et puis même les sunnites eux-mêmes. Donc ce que vous demandez, c'est quand même un maintien de l'équilibre entre absolument. les communautés, en revoyant le modèle qui était pensé pour être équilibré. En les mettant, en essayant de créer une dynamique pour que l'horizon de ces communautés ne soit pas seulement la division, pour qu'il y ait un espace qui soit laïcisé, en quelque sorte, où on puisse développer les prémices d'une citoyenneté libanaise, en fait. Enfin, je dis les prémices. Il existe une citoyenneté libanaise, mais elle n'est pas assez marquée. Elle est marquée par le confessionnalisme. Il faut aller vers une identité libanaise. Et en ce sens-là, je veux dire que je suis pour la décentralisation administrative, pas du tout pour la partition. Je suis pas pour la partition du Liban, ce serait une catastrophe. Le recul de la France est-il nécessaire ou regrettable au Liban ? On sait que la France a été déterminante pour l'essor de l'État libanais moderne à la fin du 19e. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, presque 2 siècles plus tard, la France évidemment n'est pas aussi déterminante qu'elle l'était. Est-ce nécessaire pour le Liban ? Vous savez, le Liban moderne a été créé par la France. Le Liban aujourd'hui, dans ses frontières actuelles, a été créé il y a 100 ans par la France. Et dans le livre, je dis que nous avons une crise de 200 ans, effectivement, qui a commencé avec l'effondrement de l'Empire ottoman, lequel empire a mis 100 ans à s'effondrer, du début du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après cela, eh bien, il a cessé d'exister, et la France a pris le relais au Liban. Et la France a créé le Liban dans ses frontières actuelles, je dirais, ce qu'on appelle le Grand Liban. Et pour la petite histoire, les frontières de ce Grand Liban créé en 1920 avaient été tracées déjà par l'armée française, par l'expédition française en 1860. Parce qu'il y avait eu déjà des combats en 1860 au Liban et la France avait dépêché son armée pour régler ça. Et il y a une carte dont j'ai le document, si vous voulez, qui trace les frontières du Liban telles que définies par l'armée française en 1860, qui correspondent peu ou prou au Liban actuel, au Grand Liban actuel. Sachant que le Liban à l'origine était... Le Liban historique faisait le tiers de ce Grand Liban, qui était concentré autour de Beyrouth. Donc, que fait la France ? La France a tracé les frontières du Liban, elle a tracé les frontières de la Syrie, contemporaine aussi. Et elle continue de jouer un rôle fondamental au Liban, et je dirais aussi en Syrie. On a vu la visite du président syrien il y a quelques jours chez le président Macron. La France parle, son point fort, c'est qu'elle parle à tous les acteurs. Elle parle au Liban, elle parle aux sunnites, aux chiites, aux Hezbollah, aux chrétiens, aux druzes. Elle parle aussi en Syrie à Ahmed el-Shara, elle parle aux Alaouites, elle parle aux Kurdes. Et d'ailleurs, c'est la France qui a eu un accord entre le président syrien el-Shara et les Kurdes il y a 2 mois. Et la France a joué un rôle important pour la signature de cet accord. Donc, la France parle à l'Iran, elle parle à l'Israël, elle parle à la Turquie. Donc, elle parle à tout le monde. Et alors son rôle ne se définit, elle ne peut remplir pleinement son rôle qu'en accord avec les États-Unis. C'est ce que le président Macron a dit d'ailleurs lorsqu'il a reçu le président syrien. Il y a une concomitance des 2 rôles parce que les États-Unis ont une puissance militaire telle qu'ils peuvent faire basculer les choses, mais derrière la France peut jouer un rôle diplomatique très important. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui l'enjeu, après toutes les guerres qu'on a vues, on a vu depuis le 7 octobre 2023 le Hamas qui a été largement laminé, le Hezbollah qui a été largement laminé, les Houthis au Yémen qui se font bombarder, Bachar el-Assad qui a dû partir. Donc ce sont les alliés de l'Iran qui ont dû reculer.
Et en fait, et l'Iran avec. Si on veut refaire très rapidement l'historique de la région sur les 10-15 dernières années, il y a eu les printemps arabes. Et les printemps arabes, c'est en fait l'effondrement des États arabes. C'est ce qu'on peut observer. C'est la Syrie, l'Irak, le Yémen. Même l'Égypte a connu une phase où le président Moubarak est parti, puis il y a eu les frères musulmans. Maintenant, il y a de nouveau un président, mais il y a une répression très forte en Égypte. Donc, il y a eu un affaiblissement un peu, entre autres, de la Syrie et de l'Irak, vraiment une guerre civile. Et concomitamment à l'affaiblissement des États arabes, il y a eu la montée en puissance de les 3 États non arabes, qui sont Turquie, Iran et Israël. Ils sont montés en puissance par rapport au reste des États arabes. Et là, dans cette phase, l'Iran recule. Je viens de vous faire la liste des défaites iraniennes. Donc l'Iran recule. Et sur le terrain syrien, la Syrie, c'est le centre de gravité du Proche-Orient. Si vous regardez la carte, c'est le centre. Qu'est-ce qui reste? L'Iran est parti. Il reste Israël et la Turquie, qui sont en rivalité très forte sur le terrain syrien. Et la Turquie, alors le président syrien actuel, c'est un des alliés de la Turquie. Il est venu du nord, de la région contrôlée et soutenue par les Turcs. Et les Turcs ont essayé de déployer des bases, de prendre le contrôle de la Syrie. Et les Israéliens les ont massivement bombardés pour les en empêcher. Donc cette rivalité israélo-turque, l'enjeu, c'est que la Syrie, elle, ne s'effondre pas. Qu'elle reste un État unitaire, même s'il y a une fédéralisation interne. Parce que si elle s'effondre, s'il y a une partition, c'est toute la région qui va s'effondrer. Il y a des Kurdes en Syrie et il y a des Alaouites. Alors, si vous avez une partition de la Syrie avec un État kurde et un État alaouite, il y a 15 millions de Kurdes en Turquie et 10 millions d'Alaouites en Turquie aussi, donc qu'on appelle Alevis en Turquie. Donc, vous imaginez l'impact sur la Turquie. Et s'il y avait une partition de la Turquie et de l'Iran potentiellement, c'est tout le Proche-Orient, c'est tout le Moyen-Orient qui devient ingérable. Et vous avez la Russie juste au-dessus. Il y a la Russie et la Chine. Donc pour les Américains, ça devient... Et pour les Libanais... Justement, pour le rôle des États-Unis au Liban, au Proche-Orient peut-être de manière plus générale, mais vous évoquez dans votre livre qui retrace donc les 2 derniers siècles du Liban, vous revenez en 58 sur la venue des GIs au Liban. Encore une fois, 75 ans plus tard, diriez-vous que peut-on dire de manière si catégorique que l'influence américaine a été bénéfique ou non pour le Liban, sachant que vous revenez encore une fois sur toutes ces ingérences, tous ces mandats différents? Le Liban, c'est un État très fragile. Okay. Et ce n'est plus le seul. Là, on a quelque chose qui s'appelle la libanisation. Maintenant, c'est devenu un terme utilisé. Là, on a eu la libanisation du Moyen-Orient, ou du Proche-Orient. La Syrie a éclaté, l'Irak a éclaté. Tous ces pays-là ne peuvent pas, aujourd'hui, sont très fragilisés. Et avec les rivalités régionales, ils peuvent difficilement avancer sans soutien. En particulier le Liban. Et moi, ce que je dis dans mon livre, je termine par ça, je dis le Liban a absolument besoin de la communauté internationale, ce que j'appelle la communauté internationale, donc la France, les États-Unis, les États du Golfe, surtout pour leur soutien économique et financier, mais aussi politique. Là, le président Joseph Aoun est en visite dans les États du Golfe pour leur demander de permettre de nouveau à leurs ressortissants d'arrêter cet embargo du Liban et de permettre à leurs ressortissants de revenir au Liban. Et aujourd'hui, ces États arabes du Golfe sont en train de permettre à leurs ressortissants de revenir parce que le Hezbollah a été défait. Et le Hezbollah était un peu la bête noire des États du Golfe. Donc, alors, les Américains peuvent jouer un rôle déterminant. Il faut soutenir le Liban. Hein, et on sait aujourd'hui que ça, il y a une envoyée spéciale américaine aujourd'hui pour le Liban qui s'appelle Morgan Ortagus. Okay. Alors, c'est l'adjointe de M. Steve Witkoff, qui est le conseiller du président Trump. Cette dame revient régulièrement au Liban et elle joue aujourd'hui un rôle déterminant. Elle a une influence sur le cours des choses, on le sait. Donc, au-delà de ce qu'on peut penser de cette influence en bien ou en mal, il est clair que le Liban a, à mon sens, a absolument besoin du soutien, spécialement aujourd'hui, de la communauté internationale. Sinon... Alors, j'ai 2 questions, parce que les États-Unis ont évidemment un premier allié, d'ailleurs dans le monde, mais un premier allié dans la région, à savoir l'État hébreu. Ouais. Est-ce qu'il y a concrètement des conflits d'intérêts? Peuvent-ils vouloir, entre guillemets, le bien de plusieurs parties dans la région si leur premier allié, c'est l'État hébreu? Écoutez, je pense que le Liban n'a pas vraiment de contentieux avec l'État hébreu dans l'absolu. Il faut définir la frontière entre le Liban et Israël. Ça a été fait sur le plan de la frontière maritime.
okay, par un accord qui a été signé il y a déjà 2 ans, et il manque de définir la frontière terrestre. Mais après cela, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement arrêter la bataille. Okay. Je pense personnellement que le Liban ne doit plus faire la guerre à personne. Le Liban doit et surtout ne plus faire la guerre des autres sur son propre territoire, parce qu'il l'a fait depuis 50 ans. Il a fait la guerre de tout le monde, et on pourrait en parler. Des Palestiniens, des Syriens, des Iraniens et de bien d'autres. Et il faut arrêter ça. Donc, alors, je précise une chose qui est importante, c'est le Liban sera le dernier État, si il y a normalisation avec l'État hébreu, le Liban sera le dernier État à le faire parce que c'est le maillon faible de la chaîne. Mais aujourd'hui, il paraît que le président syrien envisage ça. C'est ce que le président Macron a dit dans sa dernière intervention, que le président syrien envisageait la paix avec Israël. Et le président syrien n'a pas pipé mot, qui était juste à côté de lui. Et donc, alors, est-ce que le règlement interviendra très rapidement? Est-ce que c'est lié au dossier israélo-palestinien? Oui, sans doute. Mais après, encore une fois, je pense que le Liban doit arrêter de faire la guerre des autres. Arrêter de faire la guerre des autres. Dernière question, Fouad Hourielou. En 2019, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, la communauté internationale a laissé le Liban subir seul la crise. Aujourd'hui, vous appelez à une aide internationale, mais vous établissez 2 scénarios. Un scénario pessimiste avec le Liban qui resterait prisonnier des contentieux régionaux et un scénario plus optimiste, donc avec cette aide internationale massive. Votre cœur, évidemment, espère la deuxième option. Que dit la réalité de la géopolitique régionale, à votre avis? La réalité, c'est que notre sort est très lié à celui de la Syrie. Et que, parce que déjà, il y a 3,5 millions de Libanais, il y a 2 millions de déplacés syriens au Liban. Rien que ça, déjà. Donc, ça dit. Puis le Liban, la distance entre Beyrouth et Damas, c'est 90 km. Entre la capitale libanaise et la capitale syrienne. C'est moins que Paris-Deauville. Ouais, de la capitale libanaise à la frontière, il y a 50 km. Donc ça vous dit vraiment. Le Liban est très petit, la Syrie est beaucoup plus grande, et notre sort dépend du sort de la Syrie, en grande partie. Et le président syrien a fait une déclaration il y a quelques mois, il a dit pour la Syrie, il faut attendre 3 ans pour avoir une constitution et 4 à 5 ans pour avoir un président. Parce que lui, un président élu, parce que lui n'est pas élu, c'est un président autoproclamé, je dirais. Et donc, si il faut tellement de temps pour que la question syrienne se règle, ce que je crains, c'est qu'il faille autant de temps pour que le Liban avance vraiment sur la voie du règlement. C'est-à-dire qu'au-delà des règlements économiques et financiers, la réforme politique installe le Liban dans quelque chose de beaucoup plus stable. Ça met des années. J'espère que je serai démenti. Je vous espérais être démenti. Eh bien, écoutez, Fouad Hourielou, merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai Liban, état de survie aux éditions Max Milo. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et évidemment de le partager. Merci et bonne soirée à tous.